Bonjour Monsieur Bertilli. Bonjour. Vous êtes économiste français. Oui. Vous avez travaillé comme tout le monde en France, comme tout Français en France. Vous avez participé à plusieurs événements politiques, économiques, nous n'allons pas les énumérer étant donné que votre CV est assez long. Mais ce qui nous retient et qui nous impose cette interview, c'est votre association, l'Association pour l'instauration du revenu d'existence. Pouvez-vous nous parler de sa genèse dans un premier temps? Cette association a été fondée en 1988 par l'économiste et académicien Henri Guiton, de concert avec le professeur d'économie Yolande Bresson. Ils l'ont fondée à la suite de plusieurs études convergentes de plusieurs économistes, notamment Van Parijs, le Belge, l'Anglais, l'Autrichien et autres, qui s'étaient réunis et étaient arrivés par des voies différentes au même constat qu'il était nécessaire pour réformer la société d'allouer un revenu inconditionnel à tous les citoyens. Alors c'est à la suite de ces rencontres que pour donner en France un minimum de structure pour diffuser ce projet, que Guiton et Bresson ont fondé l'AIR, l'Association pour l'instauration du revenu d'existence. Nous allons citer tous ceux qui ont soit inspiré, soit eu la même idée au même moment. Nous avions Philippe Van Parijs, oui, qui est belge, oui, qui prônait l'allocation universelle. Nous avons Klaus Offi, sociologue allemand, oui, qui prônait le Basic Income. Nous avons Kate Roberts, anglais, qui prônait, lui, le Citizen Income. Nous avons aussi Hermione Parker, l'Irlandais. Alors, est-ce que vous êtes inspiré de leurs travaux ou bien ça a été un hasard, chacun pensait de son côté et vous vous êtes rendu compte, vous aviez les mêmes idées et vous êtes réunis? C'est cette deuxième hypothèse. En fait, ils travaillaient chacun de leur côté et comme entre eux, ils diffusent leurs recherches, ils se sont rencontrés après avoir constaté qu'ils avaient la même idée par des canaux, par des voies différentes. Personnellement, moi je n'ai pas participé à ces études, j'étais pas dans le coup. C'est à la suite d'une conférence de Yolande Bresson à la Sorbonne en 1993 sur le revenu d'existence que j'ai découvert l'idée à laquelle je n'avais pas pensé. J'y ai tout de suite adhéré. Et Bresson, quand je suis allé le voir à la suite de la conférence, m'a dit pourquoi vous vous inscrivez pas à notre association, ce que j'ai fait sur le champ. Et j'y suis depuis. Le revenu d'existence, c'est quoi exactement pour que la ménagère comprenne ce que c'est que votre combat? En fait, c'est une réforme de société. C'est l'instauration d'un nouveau droit. Autrement dit, tout individu, du seul fait qu'il existe, c'est pour ça que notre association s'appelle Revenu d'existence, a droit à un minimum de revenus qui lui est alloué avant tout autre revenu et de façon inconditionnelle, c'est-à-dire sans aucune justification. Voulez-vous dire qu'un enfant français qui est né ce matin dans la Creuse devrait avoir droit à un revenu d'existence d'emblée? Oui, de sa naissance à sa mort. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs fondements au revenu d'existence. Si je prends l'approche sociale, on peut dire que dans une société qui est de plus en plus riche globalement,
il est anormal que des gens vivent dans l'extrême misère. Par conséquent, il y a une première approche qui, je dirais, a dominante sociale. Il faut éradiquer l'extrême pauvreté. Mais l'argument le plus fort est l'argument économique. Il y a plusieurs approches au niveau économique et l'ère, je dirais, est bâtie sur les thèses de Yolande-Bresson, sur la répartition du revenu du capital social collectif. Alors là-dessus, il faut que je m'explique plus longuement. S'il vous plaît. Yolande-Bresson, en tant que professeur d'économie, avait, comme la plupart d'ailleurs des universitaires, avait fait ses premiers cours au Burkina Faso. Et il avait été surpris que, à effort égal, eh bien, le train de vie moyen d'un habitant du Burkina Faso était nettement inférieur à celui d'un habitant vivant à effort égal dans un pays développé. Et il s'est interrogé en se demandant pourquoi, puisque quand on dit toujours que son revenu vient du travail, pourquoi à effort égal, le train de vie que l'on peut avoir est différent selon la richesse du pays. Et alors, c'est à partir de cette réflexion qu'il a approfondi l'idée, et il s'est aperçu que, en fait, on bénéficie du revenu pour partie des générations antérieures. Autrement dit, si je suis né dans un pays en voie de développement, dans une région désertique et très pauvre, mon travail n'aura pas la même efficacité parce que je ne bénéficie pas de toute l'antériorité qu'ont apporté les générations antérieures. Au niveau économique, au niveau politique, au niveau des coutumes, au niveau de la tradition, au niveau de l'organisation socio-économique, au niveau des infrastructures, au niveau des modes de pensée, et que donc ceci peut se calculer. Alors l'originalité de Yolande-Bresson est d'avoir déterminé quelle était dans la richesse d'un pays, au niveau du PIB, la part qui revenait à l'héritage des générations antérieures. Avant de parler de cette part-là, en vous écoutant, on a l'impression que Yolande-Bresson aurait souhaité que les revenus soient identiques de manière universelle, mais certains pourraient qualifier ça d'utopique. Ah ben attendez, non, le revenu du capital social collectif, je reviens un petit peu en arrière, il a évolué. Alors, je ne reviendrai pas sur son calcul, il est parti de la valeur, enfin il a fait des calculs assez complexes, et on peut discuter après sur le calcul lui-même, mais d'après précisément ce calcul, ce revenu correspondrait en gros à 15% du PIB. Autrement dit, si le PIB est de 100, il estime que 85% c'est le fruit de la génération présente et que 15% c'est le fruit des générations antérieures. Alors il part de l'idée, ça c'est l'héritage des générations antérieures, et ceci doit être réparti entre tous. Mais ceci est spécifique au pays dans lequel vous êtes inséré. Par conséquent, ça peut se généraliser au niveau mondial, mais la somme qui serait allouée, en admettant qu'on conserve le calcul de 15%, c'est 15% du pays dans lequel on est inséré. Pourquoi l'avoir baptisé revenu au lieu d'allocation ? Ah ben là, c'est Henri Guiton qui avait été à l'origine de cette expression. Considérant que
alors on peut discuter du vocabulaire, car allocation et revenu d'existence, comme revenu de citoyenneté, comme revenu de base, sont des synonymes. Mais selon les écoles de pensée, on fait des petites distinctions sémantiques. Alors pour Henri Guiton et Yolande Bresson, si on parlait d'allocation, ça donnait un peu l'idée d'assistanat. Alors qu'avec le revenu, il dit vous avez un revenu, vous gagnez 100, c'est le revenu de votre activité. Eh bien, dans le revenu de cette activité, il n'y a que 85% en moyenne qui sont dus à votre effort personnel et 15% qui sont dus à l'acquis des générations antérieures. Donc on a préféré l'expression revenu en disant que c'est un droit, alors qu'une allocation c'est plutôt une assistance. Et après d'existence, c'est parce que vous existez. Alors l'air insiste beaucoup là-dessus, c'est pas pour exister, mais c'est parce que vous existez. Parce que si on dit c'est pour exister, à ce moment-là, on va immédiatement discuter du revenu de subsistance et on va dire combien il faut qu'on vous donne pour subsister. Alors que pour Bresson, et je pars au départ du revenu de la collectivité, et dans ce revenu, comme vous faites partie de cette communauté, de par votre existence, vous avez droit, c'est au minimum, à ces 15%, d'où l'expression revenu d'existence qui a la préférence de l'air. Mais ce sont des synonymes avec allocation, revenu de base, le revenu de base étant maintenant le terme international avec basic income. Nous allons essayer, vous savez, le journaliste c'est la voix de la voix des sans-voix. Nous allons parler terre à terre pour que la ménagère comprenne bien. Imaginons un Français qui gagne 5 000 € mensuels et un autre Français qui en gagne 1 000 €, le SMIC environ. Doit-on donner ce revenu d'existence à chacun des deux? Oui, alors ça c'est très important parce que quand vous naissez, le jour de votre naissance, vous avez droit à ce revenu d'existence et en tant qu'individu et indépendamment du revenu de vos parents. C'est parce que c'est vous, et cet héritage, il n'y a pas de raison de le distinguer selon votre revenu, selon ce que vous faites pour la collectivité. Si je comprends bien, le revenu de base ne tient pas compte des revenus ordinaires. Non, c'est un droit. J'ai 15 quand dans un pays on produit 100, on considère qu'il y a 15% qui sont le fruit des générations antérieures, quel que soit votre revenu. Permettez-moi de caricaturer. Imaginons Vincent Bolloré, imaginons Liliane Bettencourt, ils auraient droit à ce revenu d'existence comme le jeune qui a du mal à trouver de quoi se nourrir, c'est bien cela? Oui, alors ceci est très important parce que c'est l'objection qui est faite et c'est l'originalité de l'inconditionnalité. J'ai deux explications fondamentales à vous donner. La première, tous les systèmes actuels sont basés en fait sur de l'assistanat. Et il faut donc faire un inventaire de vos ressources et vous dire vous êtes pauvre, on vous aide, vous êtes riche, on vous aide pas. Par conséquent, ça pose tout de suite le problème d'une conditionnalité. Quelles sont vos conditions de ressources que vous avez à justifier? D'où toute une organisation administrative à mettre en place pour faire l'inventaire de vos ressources, les demandes, puisque si vous êtes riche, vous n'auriez pas droit, donc vous n'avez pas formulé une demande. C'est le problème du RSA, avec toute l'inquisition qui est faite. Si on prend le cas du RSA, est-ce que vous vivez maritalement? Est-ce que vous êtes pacsé? Depuis combien de temps avez-vous, vous êtes-vous séparé de votre conjoint, etc. Enfin, c'est
la collectivité qui rentre dans votre vie privée. Dans la mesure où on pose l'inconditionnalité, vous n'avez rien à justifier, vous y avez droit. On vous le donne. Voilà, on vous le donne. Que vous soyez riche ou pauvre. Que vous soyez riche ou pas. Alors après, on vous dit, mais pourquoi vous allez donner aux riches? Eh bien, c'est ici qu'il faut lier maintenant le problème du financement. Parce que ce revenu, il va falloir le financer. Tout à fait. Et c'est ici que les riches vont être les principaux contributeurs à ce financement. Donc, si vous voulez, d'un côté, vous avez un droit, quelle que soit votre origine, quels que soient vos revenus, vous y avez droit. Et la somme est la même, que vous soyez Madame Bettencourt ou que vous soyez un chômeur. Mais après, vous allez devoir financer ce revenu. Et c'est ici, quand on étudie le revenu, que si je prends le cas d'une personne très riche, en fait, elle va toucher d'une part un revenu parce qu'il est inconditionnel, elle y a droit en tant qu'habitant de cette communauté, mais elle va financer au-delà de ce qu'elle va toucher. Autrement dit, elle sera perdante. Alors il faut bien voir qu'à ce moment-là, les choses sont parfaitement claires, tout le monde le touche et tout le monde y contribue. Mais il est bien certain que le riche sera perdant dans l'opération, parce qu'il va financer plus qu'il ne va toucher. Vous êtes dans, en quelque sorte, des Robins des Bois. Des Robins des Bois? Tout à fait. Si vous voulez, mais enfin, il faut bien voir que au niveau de l'approche économique, il y a un nouveau droit inconditionnel, tout le monde touche et tout le monde participe. Pensez-vous que ceux qui sont nantis apprécieraient, accepteraient de perdre de l'argent pour financer Alors, l'existence? Il y a, si vous voulez, le troisième fondement, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait l'approche sociale, il y avait l'approche économique, calcul de Bresson, avec le 15%, le 15% n'étant pas la fourchette maxime, et disons c'est le minimum qui doit vous être attribué. Et après, il y a l'approche solidariste. Autrement dit, dans une société, si on veut améliorer les rapports humains, il faut faire naître un sentiment de solidarité. Et l'impôt qui devrait être affecté au financement du revenu d'existence devrait être perçu comme un impôt de solidarité. Je fais partie d'une communauté, j'ai des revenus supérieurs à la moyenne. Au nom de la solidarité, il doit y avoir un minimum de transfert qui doit se faire des plus aisés vers les moins bien nantis. Nous savons bien, M. Bertillier, que le banquier a du mal à lâcher son argent. Comment faire, comment amener cette communauté, cette portion de la communauté-là à comprendre cette solidarité-là? Comment faites-vous? Comment l'ont-ils accueilli? Si vous voulez, c'est la partie la plus difficile. Vous avez deux objections, si vous voulez, il y a au départ deux objections majeures selon que vous faites partie plutôt des gens, disons, dits de gauche ou des gens dits de droite. L'objection des gens dits de gauche, c'est une de celles que vous m'avez données tout à l'heure, à savoir, mais comment vous allez donner aux riches? C'est jamais ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et je vous ai répondu, et là l'objection tombe tout de suite dès qu'on aborde le financement. Les riches seront perdants dans l'opération. Alors, l'objection vis-à-vis des gens de droite, c'est celle que vous venez me donner, vous allez m'obliger à payer des impôts pour des paresseux. Puisque si je donne à tout le monde, il y en a qui ne feront rien et se laisseront vivre. Alors, c'est le problème de la solidarité. Nous avons en ce moment une société dont on peut dire qu'elle est de plus en plus violente. Et
Veut-on accentuer ou maintenir les clivages, ou au contraire, veut-on faire en sorte qu'il y ait un minimum, disons, de fraternité, si on reprend les devises de la République française, ce que mettait souvent en exergue d'ailleurs Yellon-Bresson, où on disait liberté, ben, je vous donne la liberté parce que sans un minimum de revenus dans une société moderne, si vous n'avez aucun revenu, vous n'avez aucune liberté. D'ailleurs, je vous coupe pas. Le député franco-américain Thomas Paine disait en 1792 déjà ceci: l'idéal de liberté, égalité, fraternité ne sera vraiment réalisé que lorsque chacun recevra inconditionnellement de quoi se nourrir au minimum. Voilà, donc si vous voulez, il y a liberté. Après, égalité, si on disait ce revenu, il est distribué de façon identique à tous, alors avec une modularité éventuellement en fonction de l'âge. Et après, fraternité, alors on parle plutôt aujourd'hui de solidarité, mais je pense que c'est assez voisin quand on parle de fraternité. Bah, c'est au nom du respect que se portent les uns les autres dans une société, quel que soit leur revenu. Mais il est bien certain que les deux difficultés majeures pour faire accepter dans la communauté le revenu de base, c'est le premier, l'inconditionnalité, alors que si on prend la Bible, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, je ne peux pas t'allouer quelque chose sans contrepartie. Donc il faut faire passer le principe de l'inconditionnalité, et puis après celui que les plus riches devront faire un effort pour financer ce revenu. Ce sont les deux difficultés majeures au niveau politique. Parlons des chiffres. À l'échelle de la France, aujourd'hui, combien pourrait... Alors, si vous voulez, si on prend les calculs de Yellon-Bresson, pour lui, c'est le minimum. Alors, ici, selon les écoles, certains disent ils sont plus près, si vous voulez, du revenu pour exister, en disant il faut, certains prônent un revenu suffisant. Alors à ce moment-là, vous en avez qui vont même jusqu'à dire il faut au moins 1 000 € par mois pour vivre, etc. 1 000 € par mois, 66 millions de Français. Voilà, non, mais ça, c'est pas la thèse de l'ère, c'est si vous regardez, vous faites une enquête sur les différents mouvements qui aujourd'hui militent, disons, pour le revenu de base, qui est l'expression mondiale, le basic income. Certains disent qu'il faudrait un revenu de l'ordre de 1 000 €. L'ère est partie des calculs de Bresson en disant comme on est sur le revenu du capital social collectif, si on prend 15% du PIB, que vous le divisez par les 65 millions de Français, ça fait en moyenne 400 € par mois, tous âges confondus. Si maintenant vous estimez, pour éviter une surnatalité, qu'il serait peut-être excessif de donner trop aux nouveau-nés, on opte plutôt pour mettre en l'état, en gros, ce qu'on donne aux enfants, en disant, on pourrait à ce moment-là, sur la base des 15%, avoir 450 € pour les adultes, qui est l'ordre du RSA, et 225 € pour les mineurs de 18 ans. Donc ceci correspond en gros à 15% du PIB. Alors pour l'ère, on dit, ça correspond au calcul de Yellon-Bresson. D'un autre côté, l'effort demandé aux riches, des calculs que nous avons faits, serait de l'ordre en moyenne de 60 milliards. Donc c'est déjà pas négligeable. Ça veut dire que si on prend l'impôt sur le revenu qui en gros est de 75 milliards, ça veut dire qu'il faudra presque doubler l'impôt sur le revenu.